Ma sœur a crié, « Perds du poids, ou ne pense même pas à te présenter à mon mariage. » Mon père a ajouté, au minimum, « Essaie de ne pas me mettre dans l'embarras devant tout le monde. » Je n'ai pas discuté. Je suis restée silencieuse et j'ai tout changé. Le jour du mariage, quand ils m'ont revu, ma mère s'est figée. Attends. Ce ne peut pas être toi. Ma sœur cadette a froncé les sourcils. Es-tu venu ici pour voler la vedette à la mariée? J'ai calmement posé mon verre, me suis retourné pour lui faire face. Ce que j'ai dit ensuite. Personne ne pouvait le croire. Je m'appelle Elena Hart et j'ai 29 ans. Le soir où ma sœur m'a dit de perdre du poids ou de rester loin de son mariage, la pièce n'est pas devenue silencieuse. Elle est devenue plus bruyante. Les verres se sont entrechoqués. Les gens ont ri. Quelqu'un a monté la musique et, d'une certaine manière, cela a empiré les choses car l'humiliation frappe plus fort quand personne ne prend la peine de l'arrêter. Elle se tenait au milieu du salon avec ce sourire poli qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait que la cruauté paraisse intelligente. Elle m'a regardé de haut en bas et a dit, « Perds du poids ou ne pense même pas à venir à mon mariage. » Quelques personnes ont fait semblant de ne pas entendre. Mon père, non. Il a pris une gorgée de sa boisson et a ajouté, au minimum, « Essaie de ne pas me mettre dans l'embarras devant tout le monde. » Je me souviens de la façon dont mes doigts se sont resserrés autour de mon verre. Je me souviens comment mon visage est resté calme alors même que ma poitrine brûlait. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas défendu. Je ne leur ai pas donné la scène qu'ils attendaient. J'ai simplement hoché la tête une fois, posé mon verre et les ai laissés croire qu'ils avaient gagné. Ce qu'aucun d'eux ne comprenait, c'est que quelque chose en moi s'était enfin apaisé. Et quand la blessure s'apaise, elle se transforme en quelque chose de bien plus dangereux que des larmes. Au moment où le jour du mariage est arrivé, je n'étais plus la femme qu'ils pensaient pouvoir réduire par la honte. Et quand ma famille m'a vu entrer à la réception, tout a basculé en un souffle. Avant que je vous dise ce que j'ai dit ensuite, et ce qui s'est passé après que j'ai refusé de me soumettre une seconde de plus. Dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous? Et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. Elle s'appelait Vanessa, et si vous ne l'aviez vue qu'en public, vous auriez pensé qu'elle était chaleureuse, radieuse, impossible à ne pas admirer. Elle savait comment incliner le menton, comment rire au bon volume, comment faire en sorte que les gens se sentent élus quand elle les regardait. C'était son don. Son talent n'était pas la beauté. Pas vraiment. C'était la présentation. Elle pouvait transformer un couteau en une blague et faire en sorte que la personne qui saigne s'excuse d'avoir gâché l'ambiance. Notre père, Richard, aimait tout ce qui paraissait impeccable de l'extérieur. Notre mère, Céleste, appelait cela la grâce. J'appelais cela du camouflage. Vanessa avait passé la majeure partie de notre vie à se construire en favorite de la famille, et le reste d'entre nous devait graviter autour d'elle comme de petites lunes reconnaissantes. Au moment où elle s'est fiancée, toute la famille avait décidé que son mariage serait moins une célébration qu'un couronnement. Chaque conversation portait sur le lieu, la liste des invités, les fleurs, la robe, la photographie, le plan de table, le menu, l'éclairage, l'apparence de la journée. Et finalement, comme j'aurais dû m'y attendre, je suis devenue partie intégrante de cette apparence, moi aussi. Cela n'a pas commencé avec cette seule phrase. Cela a commencé des mois plus tôt avec de petites remarques livrées comme des suggestions inoffensives. Tu serais incroyable si tu t'engageais envers toi-même. Tu as un si joli visage. Peut-être éviter les robes ajustées pour les photos de la cérémonie. C'est juste de la motivation, Elena, ne sois pas si sensible. J'étais une conceptrice graphique senior travaillant des heures brutales à créer des campagnes pour des clients qui exigeaient la perfection mais payaient en délai au lieu de respect. Je mangeais quand j'étais stressée, je sautais le sommeil quand j'étais anxieuse et je me disais que j'étais trop occupée pour examiner à quel point j'étais devenue épuisée. Mon corps avait changé. Oui, mais la vérité plus profonde était que j'avais disparu à l'intérieur de ma vie bien avant de prendre du poids. Vanessa ne voyait rien de tout cela. Pour elle, chaque problème pouvait être résolu si seulement j'avais une meilleure apparence. La nuit où elle l'a finalement dit sans détour était chez nos parents lors d'un dîner de fiançailles. Pas une conversation privée, pas de l'inquiétude, une performance. La famille élargie, la famille, les amis, les voisins qui étaient en quelque sorte devenus des commentateurs de mariage non officiels. Tous entassés dans la maison,
grignotant des amuse-gueules de traiteurs et demandant à Vanessa de leur montrer des photos de la bague sous 5 angles légèrement différents. Je revenais juste de la cuisine avec une assiette dont je n'avais probablement pas besoin, mais que je voulais quand même, parce que la nourriture était plus facile que de faire semblant. Vanessa a jeté un coup d'œil à l'assiette, puis à moi. Tu sais, a-t-elle dit vivement. Si tu te soucies vraiment de moi, tu perdras du poids avant le mariage. Je l'ai regardée, ne comprenant pas au début qu'elle allait continuer. Puis elle a souri plus largement et a prononcé la phrase qui allait tout changer. Perds du poids ou ne pense même pas à te présenter à mon mariage. J'ai entendu quelques rires gênés. J'ai entendu quelqu'un murmurer mon nom. J'ai entendu une fourchette heurter une assiette. Puis mon père a ajouté sa petite contribution, froid et dédaigneux comme s'il discutait de linge de table. Au minimum, essaie de ne pas me mettre dans l'embarras devant tout le monde. Ma mère ne les a pas arrêtés. Elle a seulement grimacé, ce qui, d'une certaine manière, a fait plus mal. Vanessa a penché la tête comme si elle m'aidait. Je suis sérieuse, Elena. J'ai travaillé trop dur sur chaque détail de ce mariage pour que les gens soient distraits pour les mauvaises raisons. Voilà. Je n'étais pas de la famille à ce moment-là. J'étais un problème visuel. J'aurais pu crier. J'aurais pu partir. J'aurais pu lui jeter à la figure toutes les vérités horribles que je connaissais. Au lieu de cela, j'ai regardé autour de la pièce et j'ai vu quelque chose que je ne m'étais jamais permis de voir clairement auparavant. Personne là-bas ne s'attendait à ce que je riposte. Il s'attendait à de la peine. Il s'attendait au silence. Il s'attendait à ce que je porte leur cruauté comme je l'avais toujours fait, tranquillement, proprement, commodément. Alors, je leur ai donné la seule chose plus troublante que des larmes. J'ai souri un peu et j'ai dit, ne vous inquiétez pas, je ne mettrai personne dans l'embarras. Vanessa a souri d'un air suffisant comme si elle avait gagné. Mon père est retourné à sa boisson. La pièce a respiré à nouveau. La conversation a repris. Et c'est à cette seconde précise que j'ai pris ma décision. Je n'allais pas m'affamer pour son approbation. Je n'allais pas devenir plus petite pour qu'elle puisse se sentir plus grande. Mais j'allais tout changer. Pas pour les photos de mariage, pas pour la famille, pas même pour la vengeance au début, bien que la vengeance viendrait plus tard. Net et mérité. J'allais me reconstruire si complètement que lorsque je reviendrais dans leur monde, ils comprendraient enfin ce qu'ils avaient fait. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain et j'ai étudié mon propre visage jusqu'à ce qu'il cesse de ressembler à celui d'une étrangère. Puis j'ai dit à voix haute, vous ne déciderez plus de ma valeur. C'était la première chose honnête que je me disais depuis très longtemps. Le lendemain matin, j'ai appelé la seule personne qui m'avait jamais regardé sans comparaison dans les yeux. Elle s'appelait Nora. Nous nous étions rencontrés des années plus tôt lors d'un stage en design, nous nous étions liés d'amitié à cause de clients impossibles et de mauvais cafés de bureau et étions restés proches malgré les promotions, les ruptures, les déménagements et toutes les fractures subtiles que la vie d'adulte crée. Elle a répondu à la deuxième sonnerie et a immédiatement demandé ce qui n'allait pas car apparemment mon silence avait déjà un ton. Je lui ai tout raconté. Pas seulement la phrase que Vanessa m'avait lancée, mais les années qui se cachaient dessous. Les blagues, les comparaisons, la façon dont mon père faisait l'éloge de Vanessa comme si elle était un chef-d'œuvre achevé et me traitait comme une ébauche que personne n'avait le temps de réviser. La façon dont ma mère disait toujours, c'est juste comme ça qu'est ta sœur. Comme si la cruauté était un type de personnalité que le reste d'entre nous devait respecter. Au moment où j'ai fini, ma voix tremblait d'un mélange de colère et d'humiliation que je n'avais jamais complètement admis à voix haute. Nora a écouté sans interrompre. Puis elle a dit, d'accord, premièrement, ils ont été dégoûtants. Deuxièmement, tu ne vas pas laisser ces gens écrire l'histoire de ta vie. Elle m'a invité à la retrouver dans un café près de son appartement. Un petit endroit avec des tables blanches ébréchées et de terribles reprises de jazz qui, d'une manière ou d'une autre, rendaient chaque conversation plus honnête. Je suis arrivé là-bas encore à vivre de la nuit précédente, attendant du réconfort. Ce que j'ai obtenu, c'est de la clarté. Nora ne m'a pas dit de penser positivement. Elle ne m'a pas servi les phrases habituelles sur la signification de la famille. Elle s'est penchée en avant et a dit, tu sais pourquoi ça a frappé si fort ? Parce qu'une partie de toi espère encore qu'une version parfaite de toi-même finira par gagner leur amour. Ce ne sera pas le cas. Alors, quoi que tu fasses ensuite, ne le fais pas pour eux. Cette phrase a changé la forme de ma colère.
Jusque-là, j'avais évolué dans le vieux piège. Si seulement je pouvais devenir plus disciplinée, plus attirante, plus impressionnante, plus suffisante, peut-être que les personnes qui m'ont blessé deviendraient les personnes dont j'avais besoin. Nora m'a forcé à affronter la vérité la plus laide. Ma famille profitait de mon manque de confiance en moi. Vanessa avait besoin que je sois diminuée parce qu'être la plus belle ne fonctionnait que si quelqu'un d'autre était catalogué comme moi. Mon père avait besoin d'une fille qu'il pouvait exposer et d'une fille qu'il pouvait mépriser. Ma mère avait assez besoin de paix pour la confondre avec la passivité. Si je me transformais, cela ne pouvait pas être un appel à l'acceptation. Cela devait être une revendication de propriété. Alors, nous avons fait un plan, mais pas le genre superficiel que les gens attendent dans des histoires comme celle-ci. Oui, il y aurait des repas plus sains, du mouvement, du sommeil, une structure, une thérapie et un refus total de continuer à m'engourdir avec la commodité et l'épuisement. Mais il y aurait aussi des limites, de la documentation, de l'observation. Nora en savait assez sur les systèmes familiaux pour reconnaître des schémas que j'avais normalisés. Commence à noter les choses, m'a-t-elle dit. Date, commentaire, message, tout. Non pas parce que tu dois des preuves à qui que ce soit, mais parce que quand des gens comme ça sont acculés, ils réécrivent l'histoire. J'ai commencé le même après-midi. Un dossier de notes sur mon téléphone, des captures d'écran, des chronologies de souvenirs, chaque texto impoli de Vanessa déguisé en conseil utile, chaque message vocal passif-agressif de ma mère me demandant de ne pas rendre cette saison plus difficile qu'elle ne doit l'être. Chaque remarque suffisante de mon père sur les standards, l'apparence et comment la réputation de la famille importait plus que les sentiments. C'est à ce moment-là que j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. 2 ans plus tôt, quand Vanessa travaillait en freelance entre 2 emplois, elle m'avait supplié de l'aider à élaborer un concept de marque pour une société d'événementiel de luxe qu'elle voulait présenter. J'avais créé des planches d'inspiration, des directions de logo, des options de typographie et des systèmes de couleurs pour elle, en tant que service, sans contrat, sans crédit. Parce qu'elle était ma sœur et que j'étais encore assez sotte pour penser que la générosité pourrait construire la loyauté. Elle avait fini par utiliser mon travail lors de réunions, le qualifiant de remue-ménage conjoint, puis ne l'avait plus jamais mentionné. À l'époque, j'avais laissé passer. Dans mon application de notes cet après-midi-là, je ne l'ai pas fait. J'ai déterré des brouillons d'emails, des fichiers sources, des historiques de versions. Puis je suis devenue plus froide quand j'ai découvert via les réseaux sociaux que Vanessa utilisait maintenant une version affinée de mon langage de conception exact pour plusieurs éléments de l'image de marque de son mariage. Détails d'invitation, concept de signalisation, graphique de boîte de bienvenue, toutes choses qu'elle avait présentées comme des exemples de son propre œil créatif. Nora a vu l'expression sur mon visage avant que je ne dise un mot. Quoi, a-t-elle demandé. J'ai tourné mon ordinateur portable vers elle. Elle a parcouru les fichiers, puis les captures d'écran, puis m'a regardé lentement. Elle t'a volé. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que la vérité était plus grande que des actifs de conception. Ce n'était pas le vol d'un projet. C'était un vol de schéma. Elle m'avait toujours pris des choses, l'attention, le langage, la douceur, les idées, puis avait agi comme si je devais être reconnaissante qu'elle me trouve utile. Nora s'est adossée et a croisé les bras. Alors maintenant, tu as 2 choix. Tu peux guérir tranquillement et ne rien dire, ou tu peux guérir complètement et arrêter de protéger des gens qui ne t'ont jamais protégé. Cette phrase est restée avec moi. Guérir tranquillement ou guérir complètement. Au moment où j'ai quitté le café, j'avais cessé de voir le mariage comme un événement auquel je devais survivre. J'ai commencé à le voir comme une scène où la vérité, si nécessaire, pourrait enfin se tenir en pleine lumière. Je ne savais pas encore jusqu'où j'irais. Je ne savais qu'une chose avec une certitude absolue. Je ne laisserai plus jamais Vanessa me définir dans la pièce pendant que je portais les dommages en privé. Le changement que les gens ont remarqué plus tard n'était pas seulement physique. Oui, j'ai perdu du poids, mais ce n'était que la couche visible, la partie la plus facile à mesurer et à louer pour les étrangers. La vraie transformation s'est produite dans ma façon de vivre, ma façon de penser et ma façon d'arrêter de construire mes journées autour de la honte. J'ai arrêté de manger comme si j'essayais de réconforter une blessure que personne d'autre ne pouvait voir. J'ai arrêté d'utiliser l'épuisement comme une excuse pour disparaître de ma propre vie. J'ai trouvé un entraîneur qui m'a traité comme une personne au lieu d'un problème à résoudre. Et un thérapeute qui m'a aidé à démêler des années de honte, de ressentiment et d'auto-abandon silencieux que je portais depuis si longtemps que cela semblait presque normal.
J'ai réappris à dormir sans rejouer de vieilles insultes dans ma tête. J'ai appris à cuisiner pour moi-même au lieu de prendre ce qui était le plus rapide et le moins réconfortant. J'ai appris à bouger parce que je voulais de la force, pas une punition, parce que je voulais habiter mon corps au lieu de m'en excuser. Il y a eu des jours difficiles, bien sûr, des envies, des revers, des matins où mon reflet déclenchait encore un vieux dégoût. Des nuits où la voix de Vanessa résonnait dans ma tête si clairement que je pouvais presque entendre le ton exact qu'elle utilisait quand elle voulait faire paraître l'humiliation raisonnable. Au début, cette cruauté me poussait. Plus tard, elle me dégoûtait. Je ne voulais pas que ces mots vivent à l'intérieur de ma discipline. Je ne voulais pas que mes progrès lui appartiennent. Je voulais que chaque changement que je faisais vienne de moi, pas de la peur qu'elle avait plantée en moi. Cette distinction importait plus que je ne l'avais prévu. Elle a changé la façon dont je me comportais avant même que mon corps ne change assez pour que quelqu'un d'autre le remarque. Pendant que je me reconstruisais, ma famille continuait d'exposer exactement qui elle était. Vanessa m'envoyait ce qu'elle appelait des rappels utiles, mais chaque message était en réalité un avertissement déguisé en inquiétude. S'il te plaît, ne porte rien de trop voyant. Je te fais confiance pour ne pas rendre les choses gênantes. La journée est censée être élégante, alors garde juste cela à l'esprit. Je veux vraiment des photos douces et flatteuses. Rien de distrayant. Chaque ligne paraissait inoffensive si vous n'étiez pas la personne qui la recevait. Si vous ne connaissiez pas notre histoire, vous pourriez même penser qu'elle essayait de m'inclure. Mais je savais mieux. Chaque message portait le même message sous-jacent. Reste petite. Reste prudente. Reste gérable. Ma mère continuait de vérifier pour savoir si je restais sur la bonne voie. Comme si mon corps était une mission familiale et non la mienne. Elle n'a jamais demandé si j'étais heureuse. Elle n'a jamais demandé si je guérissais. Elle ne posait que des questions qui se traduisaient d'une manière ou d'une autre par « Seras-tu acceptable d'ici là ?» Mon père me contactait à peine, sauf pour me rappeler que le mariage serait un événement raffiné, ce qui était sa façon de dire que si je le décevais visuellement, il le considérait comme une offense personnelle. Je me souviens avoir regardé un de ces messages et avoir ri aux éclats parce que c'était si absurde. Même après tout, il croyait encore que la dignité était quelque chose qu'il pouvait accorder ou refuser selon la façon dont je servais l'image de la famille. Puis, environ 6 semaines avant la cérémonie, la situation est devenue plus que personnelle. Une de mes anciennes clientes m'a envoyé des captures d'écran après une conversation avec Vanessa, demandant si nous avions déjà collaboré professionnellement. Selon elle, Vanessa avait présenté avec confiance un travail de branding en le décrivant comme faisant partie de son propre parcours créatif. Les captures d'écran m'ont retourné l'estomac. Ce n'était pas une vague inspiration. Ce n'était pas une ambiance similaire ou un goût qui se chevauchait. C'était clairement construit à partir de mes fichiers originaux, de ma structure visuelle, de mes instincts de mise en page, de ma logique de conception. Même les petits choix, l'espacement, la typographie, la tension, la hiérarchie, étaient les miens. J'ai tout archivé immédiatement. Date, email, historique de version, matériaux sources, sauvegarde dans le cloud, export de brouillon. À ce moment-là, je savais 2 choses avec une clarté absolue. Premièrement, je n'avais plus peur de Vanessa. Deuxièmement, si elle me provoquait à ce mariage, je ne la protégerais pas. J'ai acheté une robe qui était élégante, ajustée et sans complexe. Pas criarde, pas tape à accent grave-l'œil, pas désespéré d'attention, juste impossible à ignorer. J'ai réservé ma propre équipe de mise en beauté, organisé ma propre arrivée et planifié chaque détail discrètement parce que j'avais appris à ce moment-là que le silence pouvait être stratégique, pas soumis. Je n'allais pas à ce mariage pour mendier l'acceptation. J'y allais parce que j'avais tout à fait le droit d'entrer dans une pièce où ils avaient autrefois essayé de me faire sentir indigne d'exister, et cette fois, j'avais l'intention de me tenir là comme si j'y avais ma place. Le jour du mariage est arrivé, enveloppé dans une perfection coûteuse. Fleurs, bougies, signalisation personnalisée, personnel impeccable, éclairage soigneusement planifié, linge de maison importé, un quatuor à cordes dans la salle de cérémonie, champagne déjà aux fraises avant midi. Tout semblait exactement comme Vanessa le voulait. Chaque détail avait été sélectionné pour suggérer le goût, l'argent et une beauté sans effort. C'était le genre d'événement conçu non seulement pour être vécu, mais pour être admiré, photographié et envié. Je me suis réveillé tôt, calme d'une manière qui m'a même surprise.
Je pensais que je serais anxieuse ou en colère ou tremblante d'anticipation. Au lieu de cela, je me sentais tranquille, stable, comme si la partie de moi qui paniquait à l'idée de les décevoir s'était enfin tue. Au lieu de me précipiter, je me suis préparé lentement, presque cérémonieusement. Coiffure, maquillage, robe, bijoux. Chaque étape ressemblait à une déclaration. Je suis ici. Je suis posé, et je n'ai pas honte. J'ai pris mon temps pour boutonner mes manches, attacher mes boucles d'oreilles, lisser le tissu sur ma taille et me regarder dans le miroir sans cruauté. Cela seul ressemblait à une victoire. Nora est arrivée pendant que je finissais mes boucles d'oreilles, m'a tendu un café et s'est appuyée contre le chambranle de la porte avec un sourire qui m'a fait rire malgré tout. « Tu as l'air d'une conclusion », a-t-elle dit. Puis elle a jeté un coup d'œil au mince dossier sur ma commode, celui qui contenait toutes les preuves, et a demandé si je la portais. Seulement si j'en ai besoin, ai-je répondu. Elle a hoché la tête une fois comme si elle comprenait déjà le poids de cette réponse. Le lieu était un hôtel historique restauré, élégant et froid comme le luxe l'est souvent. Sol en marbre, éclairage doré doux, immenses fenêtres, arrangements floraux impossibles et le genre de personnel qui se déplaçait assez silencieusement pour paraître décoratif. Je suis arrivé au moment parfait, assez tard pour être remarqué, assez tôt pour garder le contrôle. Au moment où je suis entré, j'ai vu des têtes se tourner de l'autre côté de la pièce. Non pas parce que j'essayais de créer une scène, mais parce que le choc voyage plus vite que les ragots quand il atterrit en pleine vue. Ma mère m'a vu la première et s'est figée. « Attends, ce ne peut pas être toi », a-t-elle dit. Et pour une fois, son visage a trahi exactement ce qu'elle ressentait avant qu'elle ne puisse l'adoucir en quelque chose de plus poli. Puis Vanessa s'est retournée. Son expression n'était pas de l'étonnement. Ce n'était pas du soulagement, de la curiosité, ou même de la confusion. C'était de l'irritation, presque une offense, comme si ma seule présence avait enfreint une règle privée qu'elle croyait avoir seule le droit d'imposer. Elle s'est approchée de moi dans sa robe de mariée, posture parfaite, maquillage parfait, sourire parfait devenu mince sur les bords, et a chuchoté « Es-tu venu ici pour voler la vedette à la mariée ?» J'ai calmement posé mon verre sur un plateau, les regardé dans les yeux et j'ai dit « Non. Je suis venu parce que tu n'as pas le droit de me bannir et d'appeler ça de l'élégance. » Ma mère a paniqué et a essayé de nous arrêter avant que quiconque ne remarque l'attention. Mon père est arrivé, m'a examiné lentement et a dit « Eh bien, au moins tu as fait un effort. » Cela m'a tout dit. Même maintenant, il pensait que le respect était quelque chose qu'il pouvait distribuer en miettes. Même maintenant, il pensait que l'humiliation pouvait être effacée par le plus petit geste d'approbation. La cérémonie elle-même était magnifique, du moins de l'extérieur. La musique était douce et parfaitement synchronisée. Les fleurs étaient arrangées comme si elles sortaient d'un magazine. Vanessa flottait dans l'allée dans une robe qui coûtait probablement plus que mon loyer de plusieurs mois combinés, et les invités ont réagi exactement comme elle le voulait. Ils ont souri, pleuré, chuchoté, admiré. Mais pendant que tout le monde regardait la mariée, mes yeux continuaient de dériver vers les détails de conception autour du lieu. La typographie sur les programmes, les monogrammes sur la signalisation, l'équilibre des présentoirs de bienvenue, la structure des documents imprimés, des traces du travail que Vanessa m'avait pris et porté comme son propre talent. C'était surréaliste, d'être assise là parmi des invités qui applaudissaient et la lueur des bougies, regardant le langage visuel de mon propre esprit utilisé pour élever une femme qui avait passé des mois à essayer de me diminuer. À l'heure du cocktail, les invités ont commencé à m'approcher, pas poliment, sincèrement. Ils m'ont dit que j'étais incroyable, confiante, radieuse, éclatante. Une femme qui me connaissait depuis l'enfance m'a serré la main et a dit « Tu n'as pas seulement l'air différente. Tu as l'air libre. » Ce mot est resté avec moi. Libre. C'était le premier compliment qui me semblait juste. Vanessa a remarqué chaque seconde de cela. Au moment où la réception a commencé, elle n'était plus détendue. Elle me suivait du regard comme on suit une menace qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Puis je l'ai entendue rire avec un groupe d'invités, leur disant qu'elle avait personnellement façonné toute l'identité visuelle du mariage, parlant comme si elle n'était pas seulement la mariée, mais la force créative derrière toute l'atmosphère. Elle l'a dit devant moi avec une confiance totale, comme si elle croyait encore que je resterais silencieuse, croyait encore que je protégerais le mythe qu'elle avait construit avec mon travail. C'est à ce moment-là que j'ai su que si elle s'en prenait à moi à nouveau, je ne me retiendrais pas. Ce qui s'est passé ensuite a commencé avec la danse.
Une demoiselle d'honneur m'a entraîné sur la piste pendant une chanson entraînante, et pendant un moment, je me suis laissé aller sans trop réfléchir. J'ai ri, bougé et cessé de m'inquiéter de mon apparence, ce qui en soi semblait presque radical après tant d'années à être observé, mesuré et jugé. Les gens ont applaudi, souri et m'ont regardé avec une surprise qui s'est rapidement transformée en admiration. Ce n'était pas une performance. Ce n'était pas un calcul. C'était la liberté. Spontanée et visible. Le genre de liberté qui déstabilise les gens qui ont construit leur identité autour du contrôle de la façon dont les autres sont vus. Et Vanessa a détesté ça. Je l'ai vu dans la façon dont son visage s'est durci avant même qu'elle ne commence à marcher vers moi. Avant que je puisse m'éloigner, elle était là avec un sourire glacial et des yeux assez perçants pour couper. « Qu'est-ce que tu fais exactement » a-t-elle demandé. « Je danse » ai-je répondu. « À un mariage ?» Elle s'est approchée et a sifflé. « Ne fais pas comme si cette journée avait quoi que ce soit à voir avec toi. » Je lui ai dit la vérité assez calmement pour que cela paraisse encore plus tranchant. « Tu m'as dit de ne pas venir à moins que je perde du poids. Tu m'as dit que je te mettrais dans l'embarras. Et maintenant tu es en colère parce que je suis arrivé en ayant l'air de quelqu'un que tu ne peux pas contrôler. » Cela l'a fait craquer assez fort pour que les gens à proximité l'entendent. Elle m'a accusé d'essayer d'attirer l'attention parce que je m'étais enfin reprise en main. Mes parents se sont précipités immédiatement, déjà nerveux, déjà désespérés d'arrêter la tension avant qu'elle ne devienne assez visible pour que d'autres personnes remettent en question l'image de la famille. J'aurais pu m'arrêter là. J'aurais pu sourire, reculer et lui laisser la nuit qu'elle croyait mériter, mais j'en avais fini d'avaler l'humiliation pour le confort de la famille. J'en avais fini de coopérer à mon propre effacement. Alors, je lui ai dit, « Tu n'as pas le droit de m'insulter en public et de t'attendre encore à ce que je te protège en privé. » Mon père m'a averti d'arrêter. Je l'ai ignoré. Vanessa a ri amèrement et a essayé de se présenter comme serviable, prétendant qu'elle m'avait seulement encouragé à m'améliorer, comme si la cruauté pouvait devenir de la gentillesse si elle le disait sur le bon ton. C'est à ce moment-là que j'ai ouvert mon sac et lui ai montré le dossier, discrètement pour qu'elle seule puisse l'entendre en premier. J'ai demandé, « Veux-tu que j'arrête ou veux-tu que j'explique à tes invités pourquoi tu utilises mon travail comme le tien ?» Son visage a changé instantanément. C'était la première expression vraiment honnête que j'avais vue sur elle de toute la journée. Le marié, Daniel, s'est approché. Ainsi que plusieurs invités, attirés par le silence soudain qui suit toujours une phrase que les gens savent qu'ils ne peuvent pas effacer. J'ai sorti des brouillons imprimés, des captures d'écran et de vieux fichiers sources montrant que Vanessa avait volé des concepts de marque que j'avais créés il y a des années et les avait réutilisés pour sa propre image et même pour ce mariage. Daniel a lu les papiers en silence. Vanessa a essayé de me traiter de jalouse. Elle a essayé d'en rire. Elle a essayé de me faire passer pour instable. Mais cette fois, j'avais des preuves. Et les preuves rendent les mensonges maladroits. La pièce est devenue silencieuse. Les téléphones ont commencé à apparaître, discrets au début, puis moins discrets à mesure que les gens réalisaient que quelque chose de réel se passait. Ma mère m'a supplié de ne pas faire ça ici. Je lui ai demandé où ce pas ici avait été quand Vanessa m'avait humilié devant tout le monde des mois plus tôt. Elle n'avait pas de réponse. Bien sûr qu'elle n'en avait pas. Il n'y avait jamais eu de lieu privé pour ma douleur, seulement des attentes privées que je devrais mieux la cacher. Puis Vanessa a complètement perdu le contrôle. Elle a crié que j'étais pathétique, désespérée, bruyante et que j'essayais de ruiner son mariage parce que les gens me regardaient enfin. C'était la fin pour elle. Pas parce que les mots m'ont blessé, bien que des années plus tôt ils l'auraient fait. C'était la fin parce que tout le monde l'a entendu. Tout le monde a enfin vu exactement qui elle était quand elle n'était plus admirée. Il y a quelque chose de dévastateur à voir une personne soigneusement polie abandonner l'élégance à la seconde où elle n'obtient plus ce qu'elle veut. Sa voix s'est élevée, s'est brisée, s'est aiguisée. Son visage est passé de la colère à la panique à quelque chose de plus laid que les deux. Daniel continuait de lire. Les invités fixaient. Mon père avait l'air furieux, mais pas contre elle, contre le fait que la vérité devenait publique. J'ai regardé Vanessa et j'ai dit, « Je ne suis pas venu ici pour voler ta vedette. Je suis venu ici parce que personne n'a le droit de me faire disparaître par la honte. Si cette soirée est ruinée, c'est parce que ta cruauté n'a finalement plus d'endroit où se cacher. » Cette phrase ne semblait pas répétée. Elle semblait méritée. Et quand je l'ai dite, j'ai réalisé autre chose.
Je ne parlais plus seulement à elle. Je parlais à chaque personne dans cette pièce qui l'avait déjà vu m'humilier et s'était dit que ce n'était pas leur rôle d'intervenir. Je parlais aux années que j'avais passées à me faire petite pour que les autres soient à l'aise. Je parlais à la version de moi-même qui pensait que le silence était de la maturité. Ce n'était pas le cas. Parfois, le silence n'est que de la peur portant de bonnes manières. Après cela, le mariage n'a pas explosé en un moment dramatique. Il s'est effondré morceau par morceau, ce qui était en quelque sorte encore mieux. Daniel continuait de lire les documents. Les invités chuchotaient en cercle de plus en plus large. Quelques personnes qui travaillaient dans le design ont comparé les détails et ont rapidement réalisé que l'épreuve était réelle. Vanessa continuait de parler de plus en plus fort comme si le volume pouvait la sauver, comme si elle pouvait encore plier la scène en quelque chose de flatteur si seulement elle parlait assez longtemps pour couvrir les faits. Elle ne le pouvait pas. Mon père est venu vers moi et m'a ordonné de régler ça, comme si mon rôle dans la famille avait toujours été d'absorber les dommages, de préserver les apparences et de réparer silencieusement ce que leur cruauté brisait. Je l'ai regardé et j'ai dit, non, règle-le toi-même. Tu as aidé à le construire. Ma mère est venue ensuite, en pleurant, chuchotant que je ne devrais pas faire ça devant tout le monde, toujours plus effrayée par la visibilité que par le mal. J'ai répondu avec la vérité qu'elle avait évitée pendant des années. C'est là que ça m'est toujours arrivé. Vanessa était toujours debout au milieu de la réception, en colère et en train de s'effondrer, mais maintenant personne ne l'admirait. Il la regardait. Et être regardé sans contrôle est un tout autre genre de projecteur. Daniel a demandé une conversation privée. Elle a refusé à moins que je ne parte d'abord. Il a appelé son nom une fois, d'un ton plat, et j'ai su que quelque chose s'était déjà brisé. Ce n'était pas seulement la confiance. C'était l'illusion de qui elle était. Des fragments de leur dispute sont revenus dans la pièce. Pourquoi dirais-tu ça à ta sœur? Tu m'as dit que tu avais conçu ça. Sur quoi d'autre as-tu menti? Est-ce que quoi que ce soit de tout ça et même à toi? Chaque phrase atterrissait comme une autre fracture traversant la nuit. Des invités m'ont approché discrètement, certains s'excusant pour ce dont ils avaient été témoins au fil des ans, d'autres admettant qu'ils avaient entendu Vanessa faire des commentaires cruels auparavant, mais n'avaient jamais rien dit. Une femme avait l'air sincèrement honteuse en me disant qu'elle avait toujours soupçonné que la dynamique familiale était pire qu'elle n'en avait l'air. Mais elle n'avait jamais imaginé à quel point la cruauté de Vanessa était délibérée. Nora est restée à mes côtés sans essayer d'adoucir ce qui s'était passé, car ce n'était pas de la cruauté, c'était une conséquence. Il y a une différence entre l'humiliation publique et la responsabilité publique. Et pour la première fois de ma vie, j'ai senti cette différence clairement dans mes os. Ma mère a plus tard chuchoté, j'aurais dû te protéger. J'ai demandé, pourquoi ne l'as-tu pas fait? Elle n'avait pas de réponse. Non pas parce qu'il n'y en avait pas, mais parce que la vraie réponse aurait semblé exactement aussi laide qu'elle l'était. Parce que protéger la paix avait toujours été plus facile que de me protéger. Mon père, même à ce moment-là, s'inquiétait encore de la propagation du scandale, ce qui prouvait qu'il n'avait rien appris. Même avec le mariage s'effondrant autour de lui, il essayait toujours de sauver l'image au lieu de faire face aux dégâts. Puis Daniel est revenu. Il est allé droit vers Vanessa, a dit quelque chose de trop bas pour que je l'entende, a enlevé sa bague et l'a placée dans sa main. Pas de façon dramatique, juste finalement. C'est ce qui l'a rendu si dévastateur. Pas de cris, pas de discours public, pas de sortie théâtrale, juste une décision silencieuse livrée devant les mêmes personnes qu'elle avait voulu impressionner. Son expression est passée de la rage à la panique en quelques secondes. Pour la première fois, elle n'avait pas de projecteur pour se cacher, pas de beauté, pas de stylisme, pas de liste d'invités, pas de performance assez forte pour couvrir ce qui venait d'être exposé. Je n'ai pas ressenti de joie exactement. J'ai ressenti une libération. Des années de honte, de comparaison et de silence ont semblé se lever de moi d'un seul coup, comme si j'avais porté un poids que je n'avais plus besoin de prouver que je pouvais survivre. Avant de partir, je me suis approché de Vanessa et j'ai dit doucement, aujourd'hui n'a jamais été ruiné par mon apparence. Il a été ruiné par la façon dont tu m'as traité. Puis je suis sorti avec Nora dans l'air frais de la nuit. Dans la voiture, elle m'a demandé comment je me sentais. J'ai regardé l'hôtel disparaître derrière nous, les lumières coûteuses s'estomper dans le rétroviseur, et j'ai réalisé que je m'étais trompé sur ce dont j'avais besoin depuis le début. Je n'ai jamais eu besoin de l'approbation de ma sœur, des louanges de mon père ou des excuses de ma mère pour devenir suffisante.
Légère, ai-je dit, je me sens légère. On m'avait dit de me faire petite ou de rester à l'écart, et au lieu de cela, je suis arrivée entière. On m'avait averti de ne pas embarrasser la famille, et au lieu de cela, j'ai exposé ce qui aurait dû les embarrasser depuis le début. Je n'ai pas volé la vedette à la mariée. J'ai mis fin au mensonge selon lequel elle lui avait jamais appartenu seule. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire et d'avoir passé votre temps avec notre chaîne. Veuillez suivre pour nous soutenir et nous donner la motivation de continuer à créer des vidéos encore plus captivantes et de haute qualité. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.